Après la très riche matinée que nous avons eue avec les deux importantes allocutions, la leçon inaugurale de Bénédicte Savoy et le haut panel ministériel qui ont été très riches, nous allons commencer cet après-midi avec les experts et les tables rondes. Alors, je ne vais pas m'attarder et je vais appeler la première modératrice de notre table ronde à venir nous rejoindre. Donc, je voudrais demander à Catherine de bien vouloir nous rejoindre. Merci, bonjour. Merci d'être là pour cet après-midi après cette effectivement très riche matinée d'échanges, d'exemples et de déclarations très intéressantes qui ont certainement déclenché chez vous des tas de questions et des envies d'en savoir beaucoup plus. Alors cet après-midi, pour cette première table ronde, j'ai la chance d'avoir autour de moi des représentants de différents pays qui vont nous expliquer en fait la manière pratique dont ils ont eu à faire, on va dire, à rendre ces pièces, à avoir accès à ces différentes pièces, la restitution de pièces, comment ça se passe dans la vraie vie, on va dire, en dehors des grands principes et de la volonté politique. Eh bien, nous avons d'une part une représentante du Liban qui va venir nous expliquer comment ça se déroule, ça s'est déroulé au Liban. Nous aurons aussi la chance d'avoir un représentant du Cambodge, mais également de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, pour finir, nous aurons également un représentant qui nous parlera du Cameroun et du Brésil. Alors pour ce faire, j'appelle pour me rejoindre ici sur le podium Madame Anne-Marie Affetch, qui est directrice du Musée national de Beyrouth au Liban. Merci d'être avec nous. L'ambassadeur, son Excellence l'ambassadeur Sophan Ket, qui est délégué permanent auprès de l'UNESCO du Cambodge. Excellence, merci de vouloir bien nous rejoindre sur cette scène. Monsieur Emmanuel Casarero, qui est directeur adjoint des collections du musée du Quai Branly, dont nous avons beaucoup parlé ce matin. Et enfin, Madame Inès de Castro, qui est directrice du Lindenmuseum à Stuttgart, en Allemagne. Voilà. Alors déjà, je vais juste vous donner quelques petites précisions techniques. Vous savez qu'on a eu des petits problèmes de traduction ce matin, mais que tout est réglé. Donc, pour les personnes qui souhaitent suivre cette table ronde en anglais, si vous pouvez mettre le petit chrono sur la chaîne 3. Et pour ceux qui souhaitent suivre en français, la traduction, le canal 5. So, please, ladies and gentlemen, here you have this that allows you to listen in English or French. Channel 3 for English and Channel 5 for French. And if you open it, it's gonna work. Thank you. So, on va commencer tout de suite avec donc Madame Anne-Marie Affetch, qui est donc, comme je vous l'ai dit, elle se trouve ici à ma gauche, qui est la directrice du Musée national de Beyrouth au Liban et qui a eu l'occasion naturellement déjà de faire l'expérience de la restitution de pièces, en l'occurrence en 2018, 5 sculptures du temple phénicien d'Eshmoun qui ont été restituées au Liban. Donc je pense qu'il est très intéressant de voir maintenant comment vous avez procédé. Est-ce que vous avez passé des accords avec d'autres musées, États ou entités qui avaient en leur possession les pièces et cette restitution a pu s'effectuer au Liban avec la collaboration étroite de l'ambassade des États-Unis basée à Beyrouth et la collaboration du Met, du Metropolitan Museum de New York. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur justement cette expérience ? Certainement, je vous remercie. Et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet,
et notamment de la restitution de ces pièces qui sont des pièces sculptées d'un site qui s'appelle Eşmoun. Je me propose de vous présenter les conditions de découverte et de perte de ces éléments, de ces objets d'Eşmoun. Alors, Eşmoun est un site qui se trouve au nord de la ville de Sidon, au Liban, et c'est un site qui a été intensivement fouillé à partir de 1963 et jusqu'en 1978. Il a été fouillé par l'archéologue français Maurice Dunant, qui a découvert, bien sûr, outre des temples, des sanctuaires, mais également le culte qui était rendu à ce dieu Eşmoun, qui n'est autre que Esculape, et donc les gens qui avançaient et qui allaient, les fidèles qui allaient à ce temple, présentaient des ex-voto ou des statues, souvent avec des inscriptions phéniciennes, donc, puisqu'on est dans cette période entre le 6e et le 4e avant Jésus-Christ, donc la période phénicienne. Ils présentaient ces ex-voto, ces statues au dieu guérisseur Eşmoun, en remerciement pour la guérison de leurs enfants. Donc là, c'est un culte très particulier qui se développe. Et les collections qui sont découvertes à Eşmoun, dont je vous montre rapidement Voilà, c'est le site d'Eşmoun. Et des pièces spectaculaires sont découvertes. Et entre 1963 et 1973, ces pièces sont exposées au Musée national de Beyrouth, comme cette tribune d'Eşmoun, ou bien ces enfants dont je vous parlais, les Temple Boys, découverts en grande partie. Ce qui se passe à partir de 1975, c'est le début de la guerre civile. Les objets qui sont restés sur place sur le site d'Eşmoun sont transférés dans un dépôt différent pour plus de sécurité, et ce en 1978. Ce qui se passe pourtant en 1981, c'est qu'il y a un vol qui se fait dans ce dépôt de Byblos, malheureusement, avec des milliers d'éléments d'architecture ou de statues comme celle-ci qui sont pillés et qui disparaissent du Liban. Donc, à partir de 1981, voilà ce qui se passe. Le fouilleur, Maurice Dunant, charge le professeur Rolf Stucky, le professeur de l'université de Bâle, de déterminer et d'essayer d'étudier tous ces éléments. Rolf Stucky s'acquitte de cette charge et publie en 1993 un volume qui mentionne toutes ces statues et un autre volume en 2005 avec les éléments d'architecture. Parce que notre tête de taureau, et c'est là que commence vraiment le cas de restitution, fait partie donc de ces éléments d'architecture découverts sur le site d'Eşmoun. Cette tête de taureau a été déposée en prêt au Metropolitan Museum de New York. Comme vous disiez, Son Excellence le ministre de la Culture ce matin, nous avons été informés en 2016 de la présence de cet objet qui, au départ, on nous a dit, pourrait appartenir au patrimoine libanais. Effectivement, après vérification, c'est une pièce qui a été découverte effectivement sur le site d'Eşmoun. La date de découverte, vous l'avez sur cette fiche d'origine qui mentionne la date de découverte, qui produit une photo. Donc, il n'y a plus de doute, c'est une pièce effectivement découverte sur notre territoire. Ce qui se passe automatiquement, c'est que le ministère de la Culture, la Direction générale des Antiquités, demande l'aide de l'ambassade des États-Unis au Liban, demande également l'aide qu'une investigation soit menée, et c'est ce qui est fait par le bureau du procureur général de New York, qui lui demande au procureur adjoint, le colonel Bogdanos, de suivre l'affaire pour le Liban. La direction des Antiquités présente aussitôt un affidavit en disant que cette pièce, l'exportation de cette pièce n'a jamais été est contraire à la loi libanaise des Antiquités, que le Liban n'a jamais délivré un permis d'achat, de vente ou d'exportation à un pays étranger, et que surtout le Liban n'a jamais transféré la propriété de cette pièce à une tierce personne ou à une tierce partie. Par conséquent, le Liban renouvelle la demande de restitution de ce bien culturel. Au même moment, comme je vous disais, cette pièce n'appartient pas au Metropolitan Museum. Cette pièce appartient à des particuliers, à des collectionneurs qui l'ont achetée
et qui l'ont déposé en prêt. Donc, ces collectionneurs ne sont pas contents du tout, évidemment, et déposent une plainte contre la direction des antiquités aussitôt. En juillet, pourtant, la Cour suprême de New York saisit la tête de taureau. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une bataille juridique qui commence entre un bureau d'avocats qui plaide, donc qui se trouve être avec les propriétaires de la tête de taureau, et un bureau d'avocats new-yorkais qui s'occupe donc, qui accepte une assistance juridique complètement gratuite. Donc, si vous voulez, toute l'année 2017 est vraiment dominée par ce cas de la tête de taureau, par une bataille juridique en bonne et due forme. Et finalement, ce qui se passe, c'est que le colonel Bogdanos arrive à l'enquête, à la fin de son enquête, en disant que les propriétaires de la tête de taureau n'ont pas été de bonne foi, ils n'ont pas agi en bonne foi, qu'il n'y a eu aucune investigation de leur part en amont de l'achat de la pièce qui a coûté quand même 1,2 million de dollars et qu'ils l'ont achetée en 1996 sans avoir aucune investigation pour s'assurer de si la pièce était volée ou pas. Et que finalement, la seule loi qui prévaut dans ce cas bien précis, c'est la loi de New York, de l'État de New York, contre la possession d'un bien volé. Donc, si vous voulez, l'enquête a pris son cours avec tous les moyens juridiques et légaux. N'empêche que le juge Fitzgerald, donc, qui ordonne au procureur dès octobre la restitution de la tête de taureau à son pays d'origine. Et voilà comment ce couple donc d'Américains ont retiré leur plainte contre la DGA. Et au même moment, ce qui se passe également, c'est que ce couple de propriétaires ont une collection beaucoup plus importante et il nous est demandé de vérifier cette collection, chose que l'on fait avec un magazine, en fait c'est un petit peu fortuit, avant de vérifier également de manière plus précise, on tombe sur cette pièce exceptionnelle qui est une statue également d'Eshmoun, qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ et qu'ils ont achetée pour 4,5 millions de dollars. Et là, de nouveau, la bonne foi n'est pas acceptée et c'est quand même une grosse somme qui a été payée sans vérification. Et de fait, il n'oppose aucune plainte, il ne dépose aucune plainte et la pièce est restituée automatiquement et très rapidement. En parallèle, l'année 2017 aura été bonne, je dois dire, pour les pièces d'antiquité d'Eshmoun, puisque au même moment, également dans une autre collection de New York, une statue masculine est découverte chez un autre collectionneur. Et là, c'est découvert grâce à Art Lost Register, qui est, comme vous le savez, une énorme base de données basée à Londres, qui elle, nous a avisé qu'il y avait une vente qui se préparait. Et du coup, le même procureur, est allé droit dessus et a pu récupérer cette pièce. Et là, de nouveau, cette pièce qui avait disparu en 1981 et qui a suivi une filière analogue à celle de la tête de taureau. Voilà un autre torse masculin découvert en Allemagne et qui a été restitué. Donc, grosso modo, nous avons 5 pièces, celle-ci étant la 5e, qui est revenue au Liban donc, à partir de janvier 2018 et qui, elle, nous avions su qu'elle était chez le même collectionneur de New York, mais nous l'avons interceptée aux douanes libanaises. Donc, si vous voulez, cette histoire de restitution, bien sûr, nous avons usé de tous les moyens légaux et également, nous avons eu essentiellement une collaboration très active avec toutes les parties, que ce soit des institutions nationales ou internationales, mais je pense qu'on reviendra sur ceci. Je vous remercie. Alors, nous remercions Madame Anne-Marie Affesh, qui, je rappelle, est directrice du Musée national de Beyrouth. Alors, je pense que son histoire est très intéressante parce que ça nous ramène à ce qui a été discuté ce matin lors des différentes interventions, entre autres la ministre de la Culture du Pérou qui avait parlé de cette nécessité d'avoir des lois et une réglementation uniforme dans le monde, mais également, comme l'avait précisé la représentante de la Jordanie, il ne fallait surtout pas oublier
qu'on avait affaire ici à des chaînes et que autant des collectionneurs privés qui étaient prêts à mettre des sommes faramineuses, parce que vous venez de nous parler de plusieurs millions de dollars pour une pièce, mais également d'autres institutions qui peuvent acquérir des pièces par amour de la beauté sans vraiment vouloir s'enquérir de la légalité de leurs gestes. Et vous aviez parlé également de l'Allemagne tout à l'heure. Nous aurons l'occasion plus tard de nous tourner vers Madame Inès de Castro de Stuttgart, qui nous parlera justement d'exemples de restitution auxquels elle a pu participer et qui nous racontera des choses, j'imagine, différentes. Alors maintenant, nous avons la chance aussi d'avoir le représentant du Cambodge, son Excellence l'ambassadeur Sophan Ket. Avant de passer à l'ambassadeur Sophan Ket, j'aimerais présenter déjà mes excuses de la part de l'organisation à Madame Anne-Marie Afesh, parce que si vous consultez la petite brochure, vous verrez que malheureusement on a eu un petit problème d'impression et que la biographie ne correspond pas à celle de Madame Afesh, mais c'est une correction qui a été effectuée. Alors si vous voulez bien accepter les excuses de l'organisation. Maintenant, pour me tourner vers le Cambodge, lorsque vous regardez justement dans la petite fiche qui situe la situation de la restitution justement en 2013 et 2016, mais qui parle de cette grande période de pillage auquel on a pu faire face au Cambodge dans les années justement 70 et 80, son Excellence l'ambassadeur va justement nous amener, nous donner une précision, parce que il faut savoir que je dirais que autant ce matin on a parlé du fait que la restitution peut être importante pour également contribuer au développement du tourisme dans certains pays, eh bien dans le cas du Cambodge, comme dans les années 50, le tourisme était très actif justement autour du temple d'Angkor, ça a encouragé les pillages. Alors, Excellence, je vous prie de nous informer sur justement ce qui s'est passé dans ces années 70-80, la raison pour laquelle il y a eu ces pillages et comment surtout vous avez pu retracer les pièces qui avaient disparu de votre patrimoine. Thank you very much. Before I begin to answer to you, I'd like to express how thankful and privileged I am to be invited on behalf of my Minister of Culture and Fine Arts. She regrets that she cannot come to join this high panel discussion because she has another commitment. And I would also like, on behalf of the Cambodian delegation, to thank UNESCO for organizing this important forum. I think we need to put Cambodia into retrospect. Western tourism increased in Cambodia in the 1950s and 60s. So cultural objects became target for looting, pillaging. That's why I would like to respond to your question by saying that pillaging or looting started not only the 70s, but started even from the 1950s and 60s, and because and to 70s, because it was during the chaotic period before Cambodia suffered from the genocide regime from 1975 to 1979. And then the looting, pillaging ensued after the 75 because of this insecurity. But until from the 1998, Cambodia gained peace. That means the government could restore peace and security across the country. And many of us here, I can recognize many faces here who are in the Heritage Circle, World Heritage Committee, may are well aware that 1992, Angkor of Cambodia was inscribed on the World Heritage List in the United States in Santa Fe. And if the looting was kind of endemic in the 1990s, Angkor should not have been inscribed on the World Heritage List at that year. But thanks to the inscription at that time and an inscription on the list in danger at that time. So that means the legal and administrative measures were in place to ensure Angkor were inscribed on the World Heritage List.
And regarding the cultural objects that have been referring to those who have been looted from Cambodia and found in various parts of the world. So Cambodia, during the chaotic period and civil war, the artifacts from Cambodia were looted and in transit to neighboring countries before brought to many art galleries in Europe, in France, in Belgium, and a big market also in the UK and also in the United States. One important point that I should also, two things that I need to highlight here is the presence of UNESCO office in Cambodia in the 1990s, and also 1993, after the Angkor was inscribed on the World Heritage List, the International Coordinating Committee for the Safeguarding and the Development of the Historic Site of Angkor was established. And this year marks the 25th anniversary of the ICC. Why I'm trying to say this, because it's in 2007, it was a German Apsara conservation project. And it was led by a stone conservator, Mr. Simon Varak. He is a well-known stone conservator. He led a team to Kokhe, the temple in question, to survey, to make the survey, because there was the ICOM published a book about the 100 missing items looted from Angkor. So thanks to Madame Alexandra, who's here. So the German team led the survey, and then they found the two pedestals with only the feet cutting. So there's a proof. And then we have friends in the US contacted, and we found that there was the statue in Norton Simon Museum in the US. So we contacted the museum, and we do the digital comparison, measuring, and it was done. It was the statue. It was the match. And in 2011, there was also another breaking news that Thorsby, the auction house, was put on sale a statue from Cambodia that was also in the missing artifact from ICOM. So the UNESCO office in Cambodia was alerted, and the government sent a letter to Thorsby to stop the auction, and the artifact was removed from the sale at that time. And then, thanks to the cooperation between the government of Cambodia and the governments of the United States of America, the authorities, the U.S. authority, launched a legal complaint against Thorsby. So I should stop here before you ask more questions. I'm going to ask a little questions, because you had to deal with different museums. How easy has it been? I suppose that it was not as easy with each of the museums. And what kind of pressure have you used to put on these museums in order to get your artifacts back? Yeah. As I highlight that Cambodia had, first we look into the documentation. We have the documentation, and also the legal legislation, the national legislation, and also bilateral agreements. We have the MOU in 2000 between Cambodia and Thailand regarding the prevention of illicit trafficking of cultural artifacts. And we have the MOU between Cambodia and the United States in 1998 regarding the prevention of the illicit trafficking of artifacts. And also, historically, we have the long-standing cooperation between Cambodia and École Française d'Extrême-Orient since 1958 and until the 70s. And so many of the items were documented within the framework of the cooperation between Cambodia and competent authorities and the FAO at that time.
So when we found out that the statue was a match with the pedestal in Cambodia, and also then we also, I think that also by a diplomatic channel, we contacted the U.S. Embassy, and thanks to the very good, excellent cooperation between Cambodian authorities and the U.S. Embassy in Cambodia, and we also the cooperation between the federal government in the U.S. So they launched an inquiry, and later on they launched a legal complaint on behalf of Cambodia. That means Cambodia did not pay even $1 for this complaint, that thanks to the generosity from the U.S. government in this field. How difficult regarding the cooperation, the transfer of artifacts from other museums? I think the legal complaint that the U.S. authority launched against Sotheby's was a building block, because Sotheby lost the legal complaint. And this was very well known, breaking news. Many auction houses in the US or many others around, especially in the US, were aware of that. And later on, because they know that there is a story of the battle of in the epic in India of Mahabharata. That's a story of the battle of the Duryodhana and Bhima, and there's 7 of them in the battlefield. So, Metropolitan Museum, after they knew that Sotheby lost the case to the U.S. Authorities, so they announced that the museum would return these artifacts to statues to Cambodia on a voluntary basis. And this is the first building block. Second building block, because we are working within the ICC framework and the national authority that supervise the management of the historic site of Angkor, did the archaeological excavation on the other side, that means the eastern side of the temple where the statue were looted. And we found other 7 pedestals that the feet were cut off. So then we worked with with FAO, and also we have a network of friends in the US who informed us that these statues are in display in this museum. So we contacted and we sent the measurements, and they verify, and it was a match. So all other museums, after they knew that the Sotheby lost the case, so they announced that they would return these artifacts to Cambodia on voluntary basis. Cambodia does not have any pressure, but thanks to the excellent cooperation between Cambodia and the United States government, and very close cooperation between UNESCO office in Phnom Penh and the Secretariat of the 1970 at UNESCO. I can look at our colleague here in the Secretariat, who constantly I contacted them for the information and details. Thank you so much. Thank you for this very interesting example. Je retourne vers le français pour dire qu'on voit avec l'exemple que nous a présenté son Excellence l'ambassadeur l'importance du réseau, également de la diaspora, parce qu'on a parlé aussi de la diaspora. C'est très important aussi de prendre en compte la diaspora qui est dans le monde et pour laquelle les pièces représentent aussi quelque chose de très important. Non seulement ça représente leur culture, mais aussi ils peuvent collaborer dans justement l'identification de certaines pièces qui auraient disparu dans le pays. Et on va se tourner maintenant vers Monsieur Emmanuel Casarero, qui lui va nous présenter un exemple différent. Je dirais que c'est parti d'une volonté politique au départ, d'un accord
entre la Nouvelle-Calédonie en 2011 et une volonté de vouloir restituer des pièces. Alors, je vous laisse, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint du département du patrimoine et des collections, justement du musée du Quai Branly, dont nous avons beaucoup parlé ce matin. Alors, je vous laisse nous expliquer comment, par quels moyens, en 1998, vous avez décidé de mettre en œuvre tout un projet pour permettre justement ce retour en Nouvelle-Calédonie de ces objets culturels kanaks. Merci, madame. Tout commence, c'est une histoire ancienne en fait. Ça commence dans les années 80 quand Jean-Marie Tchibaou, qui était le représentant des Kanaks, c'est-à-dire la population autochtone de Nouvelle-Calédonie, cette petit archipel du Pacifique qui avait été colonisé par la France en 1853 et qui est une collectivité de la République toujours, mais qui est dans un statut évolutif, puisqu'on a, le 4 novembre, il y a un référendum d'autodétermination. Ceci pour vous donner un peu le cadre historique dans lequel ces choses-là se sont passées. Donc à partir des années 80, a commencé à émerger l'idée qu'il fallait regarder ce qu'il y avait à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie possède un musée qui a été fondé en 1863 et qui a une collection assez remarquable, une collection de références assez remarquable. Ce musée était essentiellement une fondation coloniale et n'avait été jusqu'aux années 80 administré que par des Européens d'une certaine manière. Et les Kanaks ressentaient ce musée un peu comme une sorte de reliquat colonial d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il fallait bâtir une relation avec ces objets qui étaient à l'intérieur et il fallait essayer d'abord de les connaître et aussi de voir ce qui pouvait se situer à l'extérieur. Là, les choses se sont passées par la bande aussi, j'allais dire, par les relations. C'est Jean-Marie Tchibaou qui avait demandé aux collègues qui étaient au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie à l'époque de commencer à s'enquérir de la chose. On savait qu'il y avait des collections exposées, mais on ne se doutait pas qu'il pouvait y en avoir beaucoup d'autres qui n'étaient pas exposées. Et pendant presque une dizaine d'années, de manière assez informelle finalement, sans cadre particulier, sans financement particulier, il y a eu un repérage qui a été fait par ce collègue qui s'appelle Roger Boulet. Ce repérage a permis d'organiser la première exposition internationale et le retour de ces pièces en Nouvelle-Calédonie en 1990. Ça, c'est quelque chose d'assez important parce que organiser une exposition internationale, c'est non seulement se mettre au niveau technique et au niveau de formation de l'ensemble du réseau international, c'est donc aussi montrer aux élus que le patrimoine a un coût, que ce coût, il faut l'assumer, que ce n'est pas un coût qu'on assume une fois pour toutes, mais que c'est un coût qui va se développer dans le temps. Il faut construire des réserves, il faut former des gens. Et ça a été l'occasion pour nous de faire ces opérations en même temps que nous faisions revenir ces objets. Le retour de ces objets, c'est aussi une certaine gageure parce que ces objets, comme il a été dit ce matin, ils sont porteurs d'une certaine âme. Et là, il y avait beaucoup de gens chez nous qui étaient dans la crainte aussi de voir ces objets revenir. On a existé jusqu'à aujourd'hui sans avoir ces objets dans notre environnement. Et là, on sait très bien que ces objets, quand ils ont été créés pour avoir une efficacité dans le réel et pas pour être simplement des beaux objets. Et donc là, on a passé plusieurs mois avant l'ouverture de l'exposition à faire une tournée dans les différents villages pour expliquer et essayer de comprendre aussi quelle pouvait être la position des gens et montrer l'intérêt de créer, en fait, de faire revenir ces objets et puis de leur expliquer que ces objets, ils allaient repartir. Et la question, c'était de savoir s'il fallait en retenir certains ou enclencher une procédure. Ce qui a été assez déterminant et intéressant, c'est que ces discussions avec les anciens, on les appelle les anciens, chez nous ce sont les chefs et les tenants de la tradition, c'est qu'en fait ils ont considéré ces objets comme étant des ambassadeurs de notre culture. On est un petit pays, on est 300 000 habitants et on est 140 000 indigènes ou autochtones dans cette région. Et les vieux nous ont dit, mais regardez, si les gens nous connaissent en Allemagne, c'est parce qu'il y a des objets en Allemagne. Si les gens nous connaissent aux États-Unis, c'est parce qu'il y a des gens aux États-Unis. Il y a des objets aux États-Unis. Donc ces objets, ce sont nos ambassadeurs.
Donc ce que vous avez à faire, vous les techniciens du musée, c'est pas de les ramener pour les mettre en prison ici ou les remettre dans les villages, ça n'aurait pas forcément de sens. Par contre, on aimerait bien les voir revenir de temps en temps. Et donc à partir de cette idée d'objet ambassadeur, on a commencé une politique de dépôt. Tous les 3 ans, on a fait venir des objets de France, bien sûr, puisque c'est là que sont conservés beaucoup d'objets, mais aussi d'Australie, d'Allemagne, qui sont venus tous les 3 ans. Donc c'était un choix relativement serré d'objets qui avaient une signification culturelle qui, pour une région culturelle particulière, parce que ça avait été une période historique qui avait besoin d'être rappelée au travers de cet objet, ils venaient pour 3 ans et ensuite repartaient. C'est un programme qui a duré 16 ans et donc qui a permis non seulement de créer un mouvement de va-et-vient entre des objets qui étaient à l'extérieur et les institutions et la population locale, et aussi ça a créé aussi de la part de la population locale une forme de reconstruction d'un lien qui n'avait jusqu'alors jamais existé avec ces objets dont on découvrait à la fois l'importance parce qu'ils avaient été conservés autre part, mais aussi la signification quand ils revenaient chez nous parce qu'ils se mettaient à agir à nouveau et à faire parler les vieux. Donc cette période a été assez importante et c'est à partir de là que des discussions politiques ont eu lieu, que l'idée qu'il fallait faire un inventaire général de ces collections s'est fait jour. Ça a été inscrit dans les accords entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé d'allouer un fonds spécifique pour savoir où étaient ces objets. Et pendant de 2011 à 2015, nous étions 3 à travailler de manière permanente à Paris, en visitant les différents musées et en utilisant finalement les bonnes relations que l'on avait créées par l'exposition que nous avions organisée en 90 et la bonne volonté de nos collègues, parce que ce genre de choses, ça ne peut pas se faire sans la bonne volonté des différents collègues. J'en profite pour remercier ma collègue de gauche qui nous a accueillis à Stuttgart les bras ouverts et qui nous a permis de faire ce travail avec ces merveilleuses collections. Et donc c'est un travail qui a duré 4 ans et qui a permis à la fois d'aller plus en profondeur dans les objets qui étaient collectés et de constituer une base de données. Alors on a vu une centaine de musées, on a vu, je dirais, entre 15 et 20 000 pièces et on n'en a sélectionné que 5 000 qui avaient une signification culturelle, historique, qui avait un intérêt et c'est pour ces pièces-là, on a fait un travail d'inventaire très précis. L'ensemble de ces données sont aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, au musée de Nouvelle-Calédonie. C'est une ressource fondamentale parce que avec ces fiches d'inventaire, il y a aussi des biographies de collecteurs. On a établi plus de 9000 biographies de collecteurs, car il faut bien savoir que souvent ces objets sont dans les musées sans beaucoup d'informations. Et les collègues des musées aussi sont un peu démunis et on n'a pas forcément de ressources qui nous permettent de savoir à quelle région. Vraiment, nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir quelle région, non seulement quelle région, mais quel village, quel chef. C'est ça qui nous intéresse. La plupart du temps, ces objets n'ont pas ce type d'information. Et donc, cette base de données, elle sert aussi au musée aujourd'hui à monter en capacité d'expertise sur ces objets qui sont proposés aussi. Alors là, je parle des objets dans le domaine privé. Jusqu'à présent, c'était les collections publiques. Dans le domaine privé, il y a toute une série d'objets qui passent dans les ventes et de plus en plus de faux. Donc c'est important aussi, je pense, pour les pays d'origine, d'avoir une expertise locale qui soit basée sur des inventaires qui leur permettent non seulement d'avoir une idée sur, quand on a commencé, on connaît, c'est une trentaine de masques, j'en ai vu plus de 200. Quand on a commencé, on avait vu une trentaine de bambous gravés, on en avait vu plus de 300. Vous voyez, ce type d'information, c'est une information aussi que l'on peut transmettre aux autres. Et pendant ce travail d'inventaire, on a associé aussi des professionnels des différentes régions de Nouvelle-Calédonie qui sont venus faire ces inventaires avec nous, donc en Suisse, en Allemagne, en France, dans différents pays, en Belgique, pour pouvoir aussi, parce que faire des restitutions, faire des politiques de dépôt, comme on l'a fait à l'occasion de la première exposition qui a lieu en 90. En Nouvelle-Calédonie, il y a actuellement des dépôts
qui datent de cette époque et qui sont reconduits à chaque fois, des dépôts de collections nationales, des dépôts de collections d'ailleurs qui sont gérés aujourd'hui par le musée dans lequel je travaille, le musée du Quai Branly. C'est aussi l'idée que ces dépôts se construisent aussi par la constitution d'un réseau humain. C'est parce que les gens se connaissent, c'est parce qu'ils ont confiance, ils parlent la même langue, ils ont le même désir d'être les gardiens d'un patrimoine et les transmetteurs de ce patrimoine à d'autres, que l'on arrive à créer ce type de choses. Donc cet ensemble permet aujourd'hui au musée de Nouvelle-Calédonie, qui est en cours de rénovation, d'être en pourparlers avec un certain nombre de musées, parce que chaque fois, ça se traite de manière ponctuelle. Chaque collection appartient à une collectivité, soit que ce soit une communauté, une commune, une région ou un État. Dans le cas d'un État fédéral, ça dépend d'un État fédéral, mais quelquefois ça dépend d'une ville. Donc c'est à chaque fois des négociations qui doivent se faire de manière très précise, en ayant une parfaite connaissance des interlocuteurs auxquels vous vous adressez, de leur environnement administratif et quel type de relations vous pouvez établir. En général, ça se passe plutôt bien dans notre cas. Merci beaucoup, M. Emmanuel Cacerero. C'est un bel exemple positif qui nous met en valeur aussi cette capacité de ces pièces d'être des véritables ambassadeurs des cultures, mais également certainement très importante aussi pour la diaspora. Je reviens à la diaspora. Quand vous vivez à l'étranger, que vous pouvez montrer votre culture d'origine à vos enfants, à vos petits-enfants en allant dans des musées, et également améliorer la précision des éléments qui sont inscrits, parce que effectivement, comme on l'a vu ce matin aussi dans les extraits de films, on ne sait pas très bien à quelle tribu ça appartient, à quoi ça servait. Alors c'est pour ça que je me tourne maintenant vers Madame Inès de Castro, directrice du Linden Museum à Stuttgart en Allemagne, qui, elle, en ce moment, vous faites plutôt, on va dire, la démarche intellectuelle de savoir comment vous allez justement aborder le futur, comment est-ce que vous voyez les choses dans votre musée. Monsieur Cacerero vient de nous dire que vous l'avez bien aidé lorsqu'il effectuait justement ces identifications à une époque. Alors vous, maintenant, par rapport aux collections que vous conservez, comment est-ce que vous engagez votre réflexion à ce sujet? Thank you very much. In English, I may change to English, please. Yeah, thank you. Well, first of all, I would like to talk more about the experience in the Linden Museum, and this is not an experience of looted objects that were covered by the UNESCO Convention. So for me as a museum person, there is a big difference between those cases of really looted objects and the colonial times that are after the legislation of Germany. This is a legal time, and so we have to get new ways, ethical ways to deal with restitution. Yeah. But first, let me, with 2 sentences, explain what the Linden Museum is. We are a state museum of anthropology in Baden-Württemberg, so very different to France. We are a federalistic system, so we depend on our small states. And we have been founded at the end of the 19th century as anthropology as well in Germany was established. And so we know very well, and we are very aware that we have profited a lot from the structures of colonialism, that we come from this idea of colonialism. And therefore, we have in the museum everything in brackets, please, yeah, cultures outside of Europe. So this is another way of thinking anthropology, perhaps. Yeah. So I do think that we cannot escape the roots that we have, yeah, but that we can be open and transparent and very self-reflexive and try to get the best out of the situation. So what is important for us, it's the concept of shared authority. I think in the morning we got this idea that museums are very powerful also. Yeah, museums are political, powerful institutions that can say what culture or identity is like and can do a lot of construction of identity. So we try with a lot of participatory projects, we try to share
this authority and this knowledge with different people, and to give a different a voice to different parts of society. And I think what in Germany is very fixed is that we are seen by a lot of visitors as really an objective representation of the truth, yeah, also in brackets. So we try to break that also, to be subjective. How do we do with this? We participate a lot on one side with members of the diaspora or of the Stuttgart community. Stuttgart is the most diversity city in Germany, yeah. So it's small, but it's the most diverse city. And we also participate, and we started a couple of projects with the members of the countries where our objects originate. So to give you two examples, sometimes we mix also both, what has been very positive. For the new African permanent exhibition, we have created an advisory board for the representation of African collections. These are members, there are citizens of Stuttgart with African descent, and people that are very interested in working together with us, this entangled history, to see what the objects, what is the meaning of these objects today also for the diaspora of those countries in Germany. And we also, with one of these members of this board of helpers, we traveled to Cameroon, starting a project of dialogue with a small city, Oku, northwestern Cameroon, where the collection originates mainly. And we have seen that members of the diaspora can be are very interested also in establishing this bridge position or mediator position between countries of origin and our collections. So this is one example. The second example would be, can I change the photo? Yeah. Thank you. The second example are, for example, residencies. I chose an example from Pataxó. These are indigenous people from Brazil near Bahia, because I think that we have spoken a lot about African collections, but for us this is a global problem, what we discuss here today. It's not only an African based problem. So what we try to do is invite people to share knowledge. We have the oldest collection of Pataxó gained by Prince Maximilian zu Wied. And so we try together to work on collections, to work on exhibitions, to work on our history, of our entangled history, to try to check the text mutually, yeah, because museum is also representation, yes, and so that to open up the authority and to give really subjective voices a way of being present in our museum. I think also the provenience research, so the research of how the objects came to us, has to be in a second stage, a participatory element. It has to be with those people of the countries where the objects originate. And if this collaboration projects go into restitution, then it's good and it's fine with me. Yeah, but this for us, this is an important first step of really getting us to know and seeing what are the demands, or how should we care, for example, for the objects. There are also very strict caring demands on how we should deal with objects at the storage, for example. And in this globalized society, I think that really our museums, ethnographic museums or ethnological museums, can play really a very important social, political role, both really dealing on one side or cooperating on one side with
this diverse citizenships that we have in Germany, but also on the other side, dealing with marginalized societies in the countries these objects originate. So thank you, but because we're running out of time, I'll take the opportunity to ask you, what are the next steps? What will be the next steps now? Well, we will continue this dialogues that we have. The main problem is for sure money. I don't want to say that this is the meaning why we don't do it, but if I look to my right, for example, to my colleague, they have much more money than we have. In Germany, we have a lot of museums, perhaps too many, with great collections, and the funding is difficult. We hope we fight to get from our stakeholders more financial support for these ways of collaboration, and we are very eager to continue these dialogues and to see what happens at the end, with an open end. Okay, thank you so much. Emmanuel Casarero, je me tourne vers vous aussi, puisque comme il nous reste très peu de temps, je voulais savoir comment vous inscrivez justement dans le contexte actuel, parce que c'est quelque chose, une démarche que vous avez débutée il y a très longtemps, puis maintenant c'est un sujet, je dirais, à la mode, mais également il y a une impulsion et une volonté politique qui se dégage. Comment est-ce que vous voyez les choses? Je me trouve aujourd'hui de l'autre côté de la ligne. J'étais d'abord dans le sud et maintenant je suis dans le nord. Ce qui est je pense, qui est un bon augure, aussi une bonne augure, je pense, de ce qui se passera de plus en plus. C'est-à-dire que non seulement il faut que des musées s'enracinent dans les pays d'origine, qu'ils aient les compétences et l'enjeu de formation est très très important, mais en même temps il faut qu'il y ait aussi une mobilité des œuvres, mais des hommes aussi. Je pense que ça va ensemble, ce qui permet d'écrire une histoire commune. So, Mr. Ambassador, and what about you? How do you see the future of for the restitutions of artifacts in Cambodia? I suppose that there are other pieces around the world, and how do you see the future for these pieces? Are you going to have the same attitude? Yeah, thank you very much. Now about the reunion of the reunion of all the 7 statues in Cambodia now they are in display in the National Museum. The perspective in the future is, I think we have enjoyed very good model of cooperations. First, we still see, and we have seen and we still see the very critical role played by UNESCO in this field, so we'll continue to work very closely with UNESCO, especially with the UNESCO office in Cambodia, and also our permanent delegation is also continuing to work closely with the Secretariat of the 1970 Convention here. And of course, we will also be based on the agreements we have, the bilateral agreements we have with various countries to go on. And so far we have also increased the capacities of our national site managers and archaeologists. So we try our best to do more documentation, to do more inventories of the cultural artifacts, and we will continue to request more artifacts from other countries. And I forget to mention that there were also donations from other countries, like the UK. We have received the ancient jewelry, the Angkorian jewelry received from the private owner who gave to Cambodia. We also received some from the private owner from France, from the US, and we are very thankful to this gesture. Thank you.
Merci, Monsieur l'ambassadeur. Et c'est vrai qu'il y a des bonnes volontés et des bonnes démarches des collectionneurs privés qui décident de rendre spontanément des pièces au pays d'origine, ou des collectionneurs privés qui acquièrent des pièces et qui les restituent. C'est le cas d'ailleurs de quelques pièces de l'Angola qui ont été rachetées récemment par un collectionneur privé et qui va les remettre officiellement à l'Angola le 7 juin. Alors, Madame Anne-Marie Afesh, on a vu que vous avez réussi au Liban quand même à retracer les pièces, à les retrouver. Comment est-ce que vous voyez le futur? Parce qu'on sait que durant la guerre civile libanaise, beaucoup de pièces ont été, enfin, je dirais, ont disparu. Oui, c'est vrai. Pour conclure peut-être un petit peu cette restitution que nous avons vécue, au moment de la restitution, donc, il y a eu une grande cérémonie en février 2018 au Musée national de Beyrouth avec un grand public, que ce soit national ou international, avec beaucoup de presse. Et de cette expérience, je pense qu'on devrait retenir 3 aspects. La restitution comme symbole. Symbole d'identité nationale, symbole de réappropriation de ces pièces qui avaient disparu donc une si longue période, et également une certaine fierté qui est revenue. Je dois dire que dans la presse et dans tout ce que nous avons vu, le peuple libanais était très fier de voir ces pièces revenir. C'était aussi une leçon et un message d'espoir. Notamment aujourd'hui, en ces moments où il y a, on doit le dire, beaucoup de vols qui se sont faits dans notre région dernièrement. Et donc, c'était une vraie leçon d'espoir de rappeler que même 40 ans après la disparition de pièces, on a toujours cette possibilité de les récupérer. À part le symbolisme de cette restitution, moi je vois également l'importance du côté scientifique. Si nous n'avions pas eu ces études scientifiques, ces inventaires, ces photos, toutes ces identifications qui nous ont permis de nous battre et de restituer les pièces et de prouver que nous étions les propriétaires, on n'aurait pas été très loin. Donc l'importance du côté scientifique et des inventaires qui doivent absolument se faire est primordiale. Et enfin, finalement, bien sûr, la collaboration. Alors, la collaboration entre des institutions juridiques, légales, scientifiques à nouveau, également étatiques. Si l'État libanais n'avait pas exigé et demandé la restitution de ces pièces, et c'est là la politique d'État dont on parlait ce matin, il faut absolument que l'État se lève et qu'il dise « ce sont nos pièces, nous les voulons ». Et ils doivent nous être restitués. Donc, à ce niveau, il est important, évidemment, que toute cette collaboration se fasse sous l'égide de l'UNESCO, notamment avec une campagne que nous avons lancée au même moment, et une très belle campagne donc, dans la presse, etc., et qui était « Votre patrimoine n'est pas à vendre, ne prenez pas part au crime, et ce patrimoine vous appartient, mais attention de prendre parti dans la vente et dans l'achat ». Je vous remercie. Merci beaucoup. On remercie les 4 panélistes d'avoir participé à cette table ronde. Et donc, les aspects éthiques de la restitution ainsi que la nouvelle vocation des musées vont être évoqués dans les 2 tables rondes qui vont suivre d'ici 5 minutes. Je vous remercie beaucoup.